The Assembly will hear an address. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Dickon Mitchell, Premier ministre, ministre des Infrastructures et du Développement physique, des services publics, de l'aviation civile et du transport, ministre de la Sécurité nationale, de l'Intérieur, de l'administration publique, de l'information et de la gestion des catastrophes de la Grenade. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée, chers invités, chers amis, merci de l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à l'Assemblée. C'est pour moi un honneur que de m'adresser à vous en tant que Premier ministre de la Grenade et président de la communauté des Caraïbes, la CARICOM. Monsieur le Président, avant que d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur deux problèmes d'ampleur mondiale d'ampleur régionale qui exigent l'attention de l'Assemblée. Premièrement, Cuba reste confronté à d'importantes difficultés économiques. Si la Grenade et la CARICOM se félicitent de la décision des États-Unis de retirer Cuba de sa liste, et je cite, des États ne coopérant pas pleinement, fin de citation, dans la lutte contre le terrorisme, Cuba demeure sur la liste américaine des États parrainant le terrorisme. Et le blocus imposé par les États-Unis demeure en vigueur. La CARICOM est vivement préoccupée par le fait que le peuple cubain est contraint d'imposer, de supporter ce blocus depuis 60 ans, lequel n'a aucun objectif constructif et ne fait que nuire au peuple cubain. Nous réitérons notre appel afin que Cuba soit retiré de cette liste et que le blocus soit levé. Deuxièmement, une crise humanitaire frappe Haïti, caractérisée par une insécurité alimentaire aiguë et des conditions de sécurité problématiques. Nous sommes reconnaissants au Belize et à la Jamaïque pour l'envoi de personnel de la sécurité afin d'aider les troupes kenyanes. Mais le financement de la mission multinationale d'appui à la sécurité d'Haïti demeure une question de premier plan. Nous sommes vivement intéressés par la proposition des États-Unis de transformer cette mission en une mission officielle des Nations unies de maintien de la paix. Quelle que soit la solution retenue, nous demandons à la communauté internationale d'appuyer la mission d'appui à la sécurité afin de remédier à la crise humanitaire, et tout particulièrement en aidant les enfants haïtiens à accéder à l'éducation. La population haïtienne comprend que l'avenir de son pays passe avant tout et surtout par l'investissement dans sa jeunesse. Merci pour votre attention sur ces deux questions importantes. Monsieur le Président, le message que je porte aujourd'hui est simple. Il se résume en un seul mot. Résilience. Certes, ce terme est un terme à la mode, j'en suis conscient. Mais pour 16 millions de personnes au sein de la communauté des Caraïbes, la résilience ne se limite pas à cela. Elle définit leur vie au quotidien. La résilience trouve un écho indéniable pour la population des Caraïbes, laquelle fait de son mieux en dépit des difficultés, trouve toujours un nouveau moyen
non pas seulement de survivre, mais de s'épanouir. Aujourd'hui donc, j'aimerais vous parler de résilience face au changement climatique. J'aimerais évoquer le chemin vers la résilience économique, le rôle de l'éducation pour garantir l'une et l'autre. Je conclurai en évoquant ce que la Grenade et nos collègues des nations des Caraïbes souhaitent en termes de coopération internationale. J'évoquerai aussi ce que nous apportons en échange. Monsieur le Président, la notion même de résilience n'est pas pour moi un objectif de politique générale. C'est un concept qui me touche personnellement. L'histoire que je vais vous livrer, je ne la partage pas avec vous parce qu'elle est unique, mais parce qu'en son cœur se trouve une expérience que tant d'entre nous à la Grenade et au sein des Caraïbes ont vécue. Je suis née en 1977 dans un petit village de montagne, dans la paroisse de Saint-David, à la Grenade. La plupart des foyers, y compris le mien, n'avaient pas accès à l'eau potable et pas d'électricité. Nous devions marcher jusqu'à la borne publique pour y trouver de l'eau dans des seaux. Au sein de ma petite communauté agricole, les personnes avec lesquelles je travaillais la terre, les personnes avec lesquelles je vivais, travaillaient la terre ou travaillaient en ville. Dans le cadre d'emploi domestique à l'époque, c'était fréquent à la Grenade. Nous étions une île agricole, nous vivions modestement, travaillions dur, travaillions pour nos communautés avec détermination. Mais alors que j'étais encore jeune, les choses ont commencé à changer. En 1979, la Grenade a vécu une révolution politique, source de bien des changements. L'éducation est devenue une préoccupation prioritaire, tout comme le tourisme. Puis, en 1983, alors que je n'avais que 6 ans, la révolution prit fin, violemment. Et nous avons été mis sous les feux de la rampe, si je puis dire, en termes de politique mondiale, du fait de l'intervention américaine. Ce fut, dans notre histoire commune, et pour moi personnellement, un point de fracture. En 1989, mes 2 parents avaient quitté l'île pour travailler à l'étranger. Et c'est ma tante qui s'occupait de mes frères, de mes sœurs et de moi-même. Dans les années qui suivirent, j'ai poursuivi mon éducation. Cependant, à l'époque, à la Grenade, l'éducation n'était pas financée par l'État au-delà de l'âge de 16 ans. Pour continuer d'étudier, j'ai donc dû me débrouiller, acquérir des compétences d'entrepreneur. Je récoltais alors des épices sur les collines pour les vendre. Nombre d'enfants de mon village faisaient de même. Ces années furent des années de vache maigre et j'ai dû être disciplinée. Une fois mon diplôme secondaire en poche, j'ai commencé à enseigner dans mon lycée. Ce qui amusait beaucoup mes amis parce que nombre d'entre eux étaient encore à l'école, là où j'enseignais. Mais ceci m'a beaucoup aidé pour l'avenir. Je suis allée suivre des études de droit à la Barbade, à Trinité et Tobago. En l'espace de quelques années, je suis devenue juriste à la Grenade et ai ouvert mon propre cabinet. Mes clients étaient à la fois locaux et internationaux. Ma résilience personnelle,
en dépit des nombreuses difficultés auxquelles je fus confrontée au fil des ans, me permit de réaliser mon rêve. J'étais enfin en mesure de redonner quelque chose à ma communauté. Monsieur le Président, il y a cependant une limite à la résilience. En 2020, quelque chose s'est passé qu'aucun d'entre nous, au sein de cette Assemblée, n'avait préparé. Alors que la pandémie de Covid-19 est arrivée à la Grenade, j'ai constaté les difficultés que vivaient nombre de mes concitoyens. Sont apparues les insuffisances criantes des systèmes et des politiques en place pour nous aider. J'ai constaté les tensions entre les décisions prises par le gouvernement et les besoins de la population. De sorte que, pour moi, il n'était plus possible de rester inactif. Des mois durant, j'ai rencontré des personnes qui ressentaient la même chose que moi. Nous essayons de trouver le moyen d'aider les communautés à s'adapter à ces difficultés. Je me suis rendu compte alors que, quoi que nous fassions pour aider à soutenir ces changements venus de l'extérieur, c'est de l'intérieur que devaient être opérées les réelles transformations. Et c'est alors que j'ai décidé de me présenter aux élections. La décision ne fut pas simple. Mais j'étais alors mue par la conviction que diriger signifie écouter, s'adapter, être prêt à agir lorsque votre population en a besoin. Ainsi, aujourd'hui, en tant que Premier ministre, je suis déterminée à faire en sorte que cette résilience que j'ai acquise devienne la pierre angulaire de l'avenir de la Grenade et de l'avenir de l'ensemble des Caraïbes. Monsieur le Président, pour cela, nous devons forger des esprits résilients. Pour moi, une des principales priorités consiste à faire en sorte que les enfants à la Grenade aient la possibilité d'apprendre, d'étudier et d'exprimer leur plein potentiel. Après tout, c'est bien l'éducation qui m'a permis de passer de mon petit village à cette tribune à laquelle je me trouve aujourd'hui, devant vous, à l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est aussi l'éducation qui va donner les moyens d'agir à la prochaine génération de dirigeants, de penseurs, de rêveurs, qui, j'en suis certain, feront plus encore que moi. Ainsi, à la Grenade, nous nous efforçons de faire en sorte que chaque enfant ait accès à une éducation gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans. En effet, nous comprenons que notre bien le plus précieux, c'est notre peuple. Pour les petits pays tels que le nôtre, le chemin vers la résilience consiste à permettre à nos jeunes d'exploiter pleinement leur potentiel. Or, cela ne passe pas simplement par l'éducation au sens traditionnel du terme. Il s'agit de les préparer aussi à un avenir numérique, technologique. Nous devons faire en sorte qu'ils aient accès à l'éducation numérique, à l'acquisition de compétences et aux outils dont ils ont besoin pour être concurrentiels dans l'économie mondiale. L'éducation au numérique et, de manière plus générale, la numérisation est une priorité pour notre gouvernement parce que nous savons que si nous voulons bâtir la résilience de la génération future, nous devons lui offrir dès maintenant les formations nécessaires. Alors qu'aujourd'hui, il est possible de travailler sur quelque marché que ce soit au monde, depuis les 4 coins du monde,
La numérisation signifie que les jeunes dans les Caraïbes auront potentiellement le même accès aux débouchés mondiaux que leurs pairs en Europe, en Amérique du Nord, avec l'avantage qu'ils vivent toute l'année sous le soleil. La numérisation pour nos concitoyens représente donc une démocratisation des débouchés. Et c'est là où la coopération internationale devient essentielle. En comblant la fracture du numérique, nous pouvons donner à nos jeunes les moyens d'agir, de trouver des solutions qui aideront non seulement la Grenade, mais le monde tout entier, qui l'aideront à être plus fort, plus durable, plus résilient. Nous sommes, au sein des Caraïbes, devenus experts en résilience. Voilà la réalité dans les Caraïbes. À la Grenade, notre résilience a été continuellement mise à l'épreuve. Un des moments les plus difficiles qu'il nous a fallu vivre dans notre histoire récente est survenu en 2004, lorsque l'ouragan Ivan a dévasté notre île, semant la destruction, nous contraignant à repartir de zéro pour tout reconstruire. Moins d'une année plus tard, nous avons été frappés par l'ouragan Émilie. Nous avons donc dû emprunter énormément. Et tout en étant reconnaissants d'avoir pu le faire, la charge financière a été immense. Bien des années après cela, nous étions encore à plier sous le poids de cette dette. Monsieur le Président, il y a à peine 3 mois de cela, notre résilience a une fois encore été mise à l'épreuve lorsque les îles de Carriacou et Petite Martinique, qui font partie de l'État de la Grenade, ont été frappées par l'ouragan Beryl, causant une destruction inimaginable. Une fois encore, il nous a fallu des mois pour reconstruire, et peut-être que cette reconstruction prendra des années. La leçon que nous tirons, tout comme l'ensemble de la communauté des Caraïbes, est que nous comprenons bien que nous ne pouvons pas continuer de reconstruire après chaque tempête sans trouver des solutions durables. Ainsi, avec des partenaires internationaux, nous avons conçu des outils financiers innovants, comme par exemple le dispositif d'assurance catastrophe naturelle pour les Caraïbes, lequel nous permet de bénéficier de versements financiers et de nous relever plus rapidement en cas de catastrophe naturelle. Nous avons aussi introduit une clause de secours et en cas d'ouragan qui nous permet, dans nos accords financiers, de suspendre le remboursement de la dette en temps de crise et nous fournit les ressources dont nous avons besoin pour la reconstruction. Ces efforts sont le reflet des politiques économiques, mais pas uniquement. Ils nous montrent que les petits États-nations tels que la Grenade sont capables d'élaborer des solutions sophistiquées pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Nous avons besoin de partenariats avec la communauté internationale, des partenariats qui nous aident à accéder tant aux outils financiers qu'à la technologie dont nous avons besoin pour nous adapter à cette nouvelle donne. La Grenade, tout comme nombre d'autres petits États insulaires en développement, reste réellement perplexe face aux débats qui persistent dans certains cercles quant à savoir si le changement climatique est une réalité ou non. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe du scepticisme. L'élévation du niveau de la mer affecte déjà les villes et moyens de subsistance de nos villages côtiers. Le réchauffement de la mer entraîne des tempêtes toujours plus fréquentes, toujours plus fortes. L'ouragan Beryl a été l'ouragan de catégorie 5 enregistré le plus tôt dans l'Atlantique. Le message donc que nous portons au sein de la Caraïbe à ceux qui veulent
s'adapter au changement climatique, ce message est simple. Inspirez-vous de nous. Si les nombreuses tempêtes que nous avons dû endurer au fil des ans doivent nous permettre de retirer quelque chose de positif, ce sont bien les enseignements que nous avons retirés de ces diverses catastrophes. Nous avons vécu ce pouvoir de destruction des ouragans qui peuvent réduire à néant des décennies de progrès en l'espace de quelques minutes à peine. Mais nous avons aussi constaté que lorsque les communautés sont préparées, nous pouvons sauver des vies et les moyens de subsistance. Et nous pouvons faire bien plus. Nous devons faire bien plus. En tant que région, nous avons une idée très claire de ce que nous voulons faire et nous sommes dotés d'un plan permettant de tirer parti de la technologie, à savoir les drones qui permettent d'évaluer les dommages causés par les tempêtes, des systèmes d'alerte précoce pour mieux nous préparer, mais nous ne pouvons pas financer seuls ces projets. Si les nations telles que la Grenade font ce qu'elles ont à faire, nous avons besoin de la communauté internationale pour étayer ces efforts. Nous demandons plus qu'une simple aide financière. Nous voulons des partenariats pour travailler ensemble sur l'adaptation climatique. En effet, nous pensons que cette résilience que nous bâtissons aujourd'hui, grâce à la technologie, à l'innovation, au partenariat, peut servir de modèle pour d'autres. Chers amis, nous sommes un laboratoire en première ligne des problèmes mondiaux. Laissez-nous vous aider. Pour paraphraser un slogan touristique connu de tous, ce qui se passe à la Grenade ne reste pas à la Grenade. Les enseignements que nous tirons peuvent aider les nations confrontées à leur propre crise climatique, depuis les incendies au Canada jusqu'aux inondations en Europe. Rejoignez-nous pour tester les idées et les technologies qui pourront faire la différence au-delà de la Grenade. En conclusion, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, la résilience ne se développe pas du jour au lendemain. Elle exige des partenariats, de l'innovation et un engagement commun à faire advenir un avenir meilleur. Aujourd'hui, j'invite la communauté internationale à nous rejoindre. Nous demandons les 100 milliards promis à l'appui de l'adaptation climatique et de l'atténuation climatique. En ce qui nous concerne, les partenariats exigent un soutien financier concret pour nous aider à rebâtir plus fort que jamais. Mais au-delà de cela, nous invitons aussi la communauté internationale à travailler avec nous en partenariat, de sorte que l'on puisse diffuser notre expérience et apprendre les uns des autres. En échange, nous vous proposons les leçons que nous avons tirées, nous, en matière de résilience. Nous offrons les connaissances que l'on acquiert à vivre et à faire face au pire des changements climatiques, que l'on acquiert en reconstruisant après avoir été dévasté, que l'on tire des politiques innovantes, des programmes axés sur un avenir numérique. La Grenade, la CARICOM sont disposés à partager ces enseignements avec le monde. En effet, chers amis, la résilience n'implique pas simplement de survivre à une tempête. Elle implique de faire en sorte qu'ensemble, nous ressortions plus forts, plus unis de ces tempêtes, en nous comprenant beaucoup mieux les uns les autres. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette auguste assemblée.
Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre, ministre des Infrastructures, du Développement physique, des Services publics, de l'Aviation civile, du Transport, ministre de la Sécurité nationale, de l'Intérieur, de l'Administration publique, de l'Information et de la gestion des catastrophes de la Grenade pour son allocution.